Et ça marche. Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai le grand plaisir de m'entretenir à nouveau. C'est la, je sais pas, 5e fois, 6e fois, en tout cas, c'est toujours un plaisir, avec Frédéric Delavier. Bonjour Frédéric. Salut Pierrot. Salut, il faudra que je t'interviewe aussi un jour, mais alors tu sais pourquoi je ne t'interviewe pas? Parce que je suis incapable d'enregistrer des interviews. Alors il va falloir que tu mettes. J'ai plein de mecs à interviewer, je me dis putain, il y a des trucs super, super bien à faire, et je ne peux pas, alors je suis que l'interviewé et pas l'intervieweur. Oui, mais c'est ça d'être une star. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es probablement l'auteur français qui est en tout cas l'un des plus vendus au monde, puisque tu vends des millions de livres, notamment dans les mouvements de musculation, dans la morphologie des exercices physiques. J'ai des posters, pas de toi, mais de tes croquis physiques dans ma salle de sport personnelle. Et tu es aussi l'auteur de livres de philosophie que j'ai beaucoup appréciés. D'ailleurs, une interview de toi est dans mon livre qui vient de sortir, Survivre à la peur. Et dans ces livres de philosophie, tu nous parles de l'éveil des consciences, de comment on peut devenir un homme meilleur. Et je voulais qu'on parle aujourd'hui d'un livre que tu as écrit il y a quelques années, qui s'appelle Sexe contre énergie. Voilà, c'est celui-là. Alors toi, tu as l'ancienne version où j'étais en costume. Tu peux la montrer, non? Alors, je ne l'ai pas ici sur moi, mais je la mettrai en c'est miniature. C'est pas la nouvelle, mais j'adorais l'ancienne version. Nous, alors, on a fait la nouvelle. C'est la nouvelle. C'est le nouveau qui est sorti, puisque l'ancien était en rupture de stock. Et donc, on a fait le nouveau aux éditions Culture et Racines. Hein, c'est notre éditeur. Hein. C'est ça. Bon, donc, c'est celui-là. Et puis, ce sont des textes. Alors, ce sont des textes issus, alors, il n'y a pas que, hein, mais de l'éveil des consciences, mais aussi de l'éveil des consciences 2, plus d'autres textes que j'ai écrits et qui ont été mis en forme par Boris Grévin. Et là-dessus, comme je bosse avec Boris, il a rajouté dessus les études scientifiques sur lesquelles je me suis aussi basé pour écrire mon livre. Alors, donc, c'est ce que je fais avec Boris. Là, on est en train d'écrire un livre sur la spiritualité, sur la naissance du concept de Dieu, si tu veux, et qu'est-ce que Dieu, si tu veux. Et donc, qui va sortir, on fait la même chose. On explique justement la naissance de la conscience humaine, de qu'est-ce que l'intelligence humaine, pourquoi le cerveau humain a explosé en volume. On fait des comparaisons avec des autres animaux dans la façon de concevoir le monde, et on a pas mal d'études qu'on va mettre dans ce livre. Là, j'en trouvais une dernière sur les éléphants, la spiritualité des éléphants. Il y a une grosse étude qui a été faite en Inde sur les éléphants qui enterrent leurs petits. Alors, pourquoi ils n'enterrent pas leurs gros? Parce que c'est dur à trimballer un gros éléphant. Bah oui, donc il y a toute une spiritualité éléphantesque qui a les mêmes causes que la spiritualité humaine, c'est-à-dire les notions de temps et la capacité de gérer un énorme espace temporel et calorique pour les éléphants qui doivent revenir à certains endroits longtemps après, qui doivent se souvenir d'où sont les réserves, et en plus qui ont cette capacité d'exprimer le futur et le passé par l'indication spatiale de leur trompe. Donc ils ont développé une véritable spiritualité avec les angoisses de la mort, le souvenir des défunts, et ce début de spiritualité où ils enterrent réellement leurs défunts, ils reviennent. Après, alors eux reviennent pas trop, ils évitent les routes où ils ont eu où ils ont enterré, contrairement aux Africains, aux éléphants africains, qui eux retournent sur l'endroit où ils ont enterré. Oui, non, ils enterrent où sont morts. Bah, eux, ils enterrent pas, c'est plus rare. Où sont morts certains de leurs confrères, plutôt de leurs consoeurs, puisque c'est des groupes femelles. En général, les mâles, c'est des gros cons qui vont dans leur coin, qui emmerdent tout le monde. Les femelles, c'est vraiment pas un matriarcat, mais c'est vraiment un monde féminin, intelligent. Les éléphants sont des animaux matriarcaux, c'est vrai. Mais alors, on ne va pas parler de spiritualité, on va rester très terre à terre avec sexe contre nourriture. Alors, en gros, est-ce que tu es en train d'expliquer que nous, les hommes, on se donne aux femmes en échange de nourriture? Ou plutôt, c'est l'inverse? Non, ce sont les femmes qui s'offrent aux hommes en échange d'énergie. Alors c'est j'ai dit nourriture, lapsus révélateur. Oui, nourriture, c'est ça, c'est de la nourriture. Oui. Au début, il fallait les nourrir. Maintenant, il faut leur acheter un sac Louis Vuitton. Porsche. Ouais, toi. Moi, vu les infos que j'ai eues. Moi, c'est une Lexus. C'est Lexus. C'est Lexus en échange et le sus. Mais bon, bref. Et j'ai promis une voiture électrique, moi.
Euh, oui, restons sérieux, mais c'est toujours agréable de plaisanter sur ces sujets qui, malheureusement, sont pris d'un côté avec tous ces mouvements MeToo, dénonce ton porc, etc., et le féminisme sont complètement rendus débiles, où on nous parle de femmes qui chassaient le mammouth mieux que les hommes, enfin des trucs n'importe quoi. Ah non, mais ça a mis en colère beaucoup de gens, même des copains qui sont plutôt à gauche, gauchistes, et des bons gauchistes, hein, c'est plutôt ouais, dans l'esprit socialiste, mais de très très bons paléontologues avec qui je discute, qui lui-même était là, avait vu cette étude passer, mais il dit, mais ils n'ont rien compris. C'est une étude stupide qui dit les femmes, alors c'est une étude, l'étude elle n'est pas stupide en elle-même, mais l'étude, les gens qui ont fait cette étude, les journalistes qui ont pris cette étude, alors je crois que même l'étude n'est pas très bonne non plus, conclut que les femmes sont plus endurantes que les hommes et donc peuvent mieux chasser que les hommes. C'est pas comprendre l'étude, parce que et si tu étudies les femmes, c'est vrai que les femmes sont beaucoup plus endurantes et résistantes que les hommes. Raison toute simple, puisque c'est elles qui vont porter un petit en permanence et c'est elles qui vont faire croître dans leur ventre et ensuite allaiter un petit. Donc elles ont tout intérêt à être des animaux, comme nous les hommes, mais les femmes, des animaux extrêmement économiques, c'est-à-dire avec pas un gros volume musculaire, parce que le muscle, ça consomme de l'énergie pour rien, et un peu de gras partout, donc de la réserve alimentaire sur le dos, c'est ce qui leur donne leur belle forme, leur belle courbe et leurs fesses un peu rondes, hein, dans lesquelles elles stockent du gras pour les petits, tu vois, ce qui leur permet de nourrir ces petits. Donc c'est un métabolisme lent, les femmes, en général, plus lent que les hommes, souvent, avec des réserves de graisse, ce qui fait que, bien sûr, elles sont beaucoup plus endurantes que les hommes, puisqu'elles, elles consomment moins, et deux, elles ont un plus gros réservoir d'énergie, tu vois, et elles ont un métabolisme lent. Mais c'est pour nourrir un petit, en vérité. Tout à fait. C'est-à-dire qu'elles, elles vont pas utiliser l'énergie pour elles vont à un certain moment vivre pour deux individus, c'est-à-dire un petit qui consomme en kilos d'humain autant qu'une femme, plus l'allaitement qui va pomper des réserves énergétiques dans la femelle, des réserves énergétiques et aussi des réserves de minéraux comme le calcium. Hein. Donc c'est des métabolismes lents. D'ailleurs, c'est très connu, hein, les pygmées, je crois que c'est les Bacas, je crois. Il y avait une tradition qui disait que quand il y avait des étrangers, on va dire, des Européens qui se perdaient en forêt, ils disaient un homme tient tant de semaines, une femme tient beaucoup plus. Ils savaient que les femmes aient plus de chances de s'en sortir parce que justement, elles vont être dénutries et beaucoup plus lentement. Et c'est pareil dans les camps de concentration, hein, ou dans les goulags ou les camps de concentration. Les femmes avaient une tendance à tenir plus que les mecs parce qu'elles sont plus résistantes de base. Mais c'est pas pour ça que ça va en faire des chasseuses, puisque la femme, elle n'est pas faite pour chasser, en tout cas pas faite pour chasser le gros gibier. Et en plus, même si elle était faite pour chasser le gros gibier, si elle avait une capacité à chasser, bah, c'est au détriment de sa fonction matricielle, donc de pouvoir porter un petit, hein, de ne pas l'emmener sur un territoire dangereux, hein, quand même, c'est dangereux, le monde extérieur, tu vois, le monde en tout cas, le monde de la chasse, hein, c'est dangereux. Donc elle est obligée de rester avec son petit et l'allaiter, et le faire grandir en sachant qu'à chaque fois, ça prend 2 ans, 3 ans avant de pouvoir en faire un autre, tu vois. Alors c'est variable, hein, entre les agriculteurs, les chasseurs-cueilleurs, et nous, maintenant, on n'en fait plus, mais c'est normal, puisque maintenant, ils ne meurent plus. Donc on peut se permettre d'en faire beaucoup moins, avec un taux de renouvellement qui est pas loin d'être identique, hein, on va dire quand même moins maintenant chez les Européens, hein, ils en font plus du tout, hein, alors on ne sait pas pourquoi, mais bon, c'est pour ça que le remplacement est une chose qui est en vérité fondée, hein, puisque s'ils sont incapables de faire des bébés, bah, il faut bien les remplacer pour que d'autres puissent livrer avec des Deliveroo la nourriture aux bobos stériles. Voilà. Alors, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Alors, dans ces rapports de sexe contre je dis toujours nourriture, mais sexe contre énergie, où est la place de l'amour? L'amour, ça dépend de la définition qu'on en donne. Le problème, c'est que nous, on parle en français. Alors, l'amour, ça a une multitude de définitions. Chez nos amis les Grecs, toi, tu connais mieux que moi la langue grecque, sûrement, hein, tu parles mieux les langues étrangères. Il y a plusieurs mots pour définir plusieurs variétés d'amour.
hein. Le français, bon, on va dire l'amour. Alors, la place de l'amour, l'amour, c'est quoi? Alors, le type vulgaire te dira, c'est un trou avec du poil autour. Donc ça, c'était avant. Bon, maintenant, c'est le ticket de métro où il n'y a rien. Mais l'amour, c'est quelque chose qu'on a créé récemment, hein. L'amour, en vérité, c'est le sacrifice. C'est le véritable amour, c'est le sacrifice de l'individu pour l'autre. Donc, pour ses enfants, pour sa famille ou pour son groupe, qui est le garant de la survie des individus, hein, qui le composent et qui ont en général à peu près la même génétique que toi. Donc, on est des machines à transmettre des gènes uniquement, hein. On est des automatismes on est des machines automatiques pour protéger des structures moléculaires accumulant des molécules autour d'elles qui protègent ces mêmes structures qui vont se diviser. C'est vraiment un mécanisme et ainsi permettre une réplication. C'est vraiment un truc automatique, mais ça génère la conscience à un certain moment. Mais l'amour romantique, tout ça, on va dire, c'est une dégénérescence pour moi. C'est agréable d'être attiré par une femme, on est bouleversé par des hormones, on la veut, ou une femme par un homme, hein, bien sûr, mais l'amour, ça n'a pas lieu vraiment d'être. Il y a de l'amitié, hein, mais l'amour romantique, c'est pas quelque chose qui existe dans la nature. Et l'amour humain, la structure du couple humain, est quelque chose qui est vraiment particulière et unique dans le monde animal, puisqu'il y a une véritable dépendance. Il y a eu, plus maintenant, bien sûr, hein, mais il y a eu une véritable dépendance énergétique des premiers préhumains. Moi, je les appelle des humains, même si c'était des premiers préhumains, une première dépendance des femelles préhumaines au mâle, qui a vraiment structuré notre façon de penser et notre relation homme-femme, mâle-femelle. Alors ça a débuté il y a plusieurs millions d'années, ça a débuté quand des petits singes bipèdes, qu'on peut appeler australopithèques, hein, sont arrivés en savane, dans un milieu beaucoup plus dangereux que la forêt, puisque la forêt, c'est très riche. Il y a quelques prédateurs, mais pas tant que ça. Et puis, on peut grimper aux arbres à toute vitesse en cas de problème, hein. On va mourir d'une chute, d'une piqûre de serpent. En général, c'est la chute, ou d'une maladie, ou en ayant bouffé un truc pourri, ou une plante vénéneuse. En général, il y a quand même une culture qui se passe chez les petits singes, chez ces primates de forêt. La savane, c'est un monde beaucoup plus dangereux pour des raisons climatiques, cycliques même, hein. Nos ancêtres se sont retrouvés en savane avec un milieu extrêmement dangereux qui a modifié fondamentalement les rapports mâle-femelle. Il faut savoir qu'en forêt, et ça c'est important de comprendre, nos ancêtres étaient très proches des chimpanzés, on va dire des chimpanzés plus ou moins bipèdes, on va dire plus bipèdes que les chimpanzés actuels qui vivaient dans des, on va dire dans des forêts, après un peu dans des savanes arborées, mais surtout dans des forêts. Dans la forêt, c'est la femelle qui va nourrir. Alors ils sont en groupe de chimpanzés, hein, des mâles, hein, des groupes de mecs, de copains, hein, qui baisent un cheptel de femelles, mais c'est pas les mâles qui vont nourrir les femelles. Ils défendent extrêmement violemment le territoire, hein, c'est souvent à part pour les bonobos, mais parce que c'est un milieu très riche, hein, mais ils défendent le territoire extrêmement violemment contre les autres groupes de mecs qui pourraient faire une rentrée une insertion sur leur territoire, hein, et qui à ce moment-là leur prendraient leurs femelles, les dégageraient, hein, et prendraient leur territoire calorique aussi, c'est important, donc la nourriture qu'ils trouvent. Donc les mâles s'agressent violemment, mais il y a toujours du passage de femelles dans les groupes de mâles. Une femme, c'est toujours bien accueilli chez les chimpanzés, hein. De toute façon, c'est la même chose. Si les migrants, les bateaux de migrants, c'était que des belles jeunes filles ou jeunes femmes qui arrivaient, il y aurait beaucoup moins de problèmes que si c'était des hommes seuls, la plupart du temps. Il y a aussi des femmes et des enfants. Là, on a vu une maman qui est morte avec une petite fille qui est morte et une maman, parce que ce sont des migrants. Mais globalement, ce sont souvent des mecs qui arrivent cherchant l'énergie pour en ramener au village. Bon, chez les singes, eux, on voit bien on dégage les mecs, on dégage les mâles, et c'est les femelles qui rentrent. Là, il n'y a pas de problème, mais c'est les femelles qui s'occupent de nourrir les petits. Donc, l'énergie, elles ne la demandent pas aux mâles, ou parfois elles vont quémander quand ils ont tué un
un singe un peu plus petit d'une autre espèce, tu vois. Ils l'ont rapporté, il y a des chasses, hein, ils sont aussi carnivores, et nos ancêtres étaient très proches des chimpanzés. On a un patrimoine génétique très proche. D'ailleurs, c'est notre cousin le plus proche, le chimpanzé, tu vois. Alors, c'est les femelles qui nourrissent les petits, et ça fait dans les relations de chimpanzés, c'est très intéressant de comprendre la relation des chimpanzés ce ne sont pas nos ancêtres, mais c'est une copie, même s'ils ont continué à évoluer. Hein, ils ont évolué, il n'y a pas eu un arrêt d'évolution, mais comportementalement, on peut supposer qu'ils ont eu à peu près le même comportement, puisque c'est le milieu qui influe sur ta façon de vivre. Donc, c'est les femelles qui nourrissent leurs petits. Elles ne sont pas dépendantes énergétiquement des mâles. En plus, le milieu est extrêmement riche et relativement sûr. Donc, c'est elles qui vont chercher la nourriture pour nourrir leurs petits. Elles et leurs petits, les mâles, s'occupent de leur propre nourriture, chassant et des fois apportant de la nourriture aux femelles, de la viande hein, plutôt, hein, puisque avec du gras un peu dedans, les os ou les articulations avec du collagène, c'est pas la protéine en elle-même qui est importante, c'est les acides gras et souvent le collagène dans les tissus et aussi les articulations et un peu la peau. C'est ça qui est important. Donc, c'est pas la même chose. Il n'y a pas cette dépendance de la femelle au mâle. Et c'est pour ça que les mâles chimpanzés, eux, sont attirés par les MILF. C'est-à-dire que nous, globalement, on est attirés plutôt par les jeunes femmes, nous, les hommes, bien conformés, c'est-à-dire ayant les signes de la fertilité, donc de la jeunesse, c'est-à-dire des lèvres pulpeuses, des fesses bien formées, un peu grasses, pas la peau pendante. Hein. On est attiré par les jeunes femmes parce qu'elles sont fertiles. Et nous, on a une ménopause. Hein, que les chimpanzés n'ont pas. Alors les chimpanzés, on a découvert quand même quelques cas de ménopause chez les chimpanzés, donc il y a quand même une aide des femelles vieilles et ménopausées, mais en général quand elles sont vieilles, elles meurent. Mais là on s'aperçoit qu'elles meurent un peu après, qu'il y a quand même des ménopauses qui permettent aux mamans d'aider leurs filles quand elles ont des enfants, beaucoup moins systématiquement que chez les hommes. Quand on arrive en savane, nos ancêtres qui avaient à peu près la même vie que les chimpanzés en savane, hein, mais ils étaient bipèdes. Alors eux, là, sont retrouvés dans un milieu très riche avec des gros prédateurs. Et là, c'est une catastrophe, hein, puisqu'ils peuvent se faire bouffer. Tu n'as pas beaucoup d'arbres pour te réfugier. Et la nourriture, elle n'est pas méga abondante. Tu n'as pas des fruits partout, puisque ce sont les savanes, c'est des graminées, des plantes herbacées assez hautes, hein, plein de fibres de cellulose, donc pas facilement digérables pour nos chimpanzés, qui eux bouffent plutôt des fruits et des feuillages tendres. Et il y a des gros prédateurs qui sont spécialisés dans la chasse des gros ruminants qui, eux, ont une grosse panse. Donc, ce sont des grosses usines à fermentation pour péter des fibres de collagène, des fibres de cellulose et en tirer l'énergie, les briques énergétiques, c'est-à-dire les sucres, les protéines et puis tout le reste. Donc, ils sont habitués à ça. Donc, ce sont des énormes prédateurs, des lions, des tigres, des grosses hyènes à l'époque, hein, des panthères. C'est terriblement dangereux pour nos petits singes bipèdes qui sont rentrés, donc les australopithèques, si tu veux. Donc, leur structure sociale, même si on ne sait pas si elles étaient puisqu'on n'y était pas, hein, logiquement, on comprend comment elles se sont passées. Et là, il y a eu une impossibilité quasiment des femelles australopithèques de pouvoir survivre et nourrir les petits, puisque nourrir un petit, ça voulait dire, sans arbres, s'éloigner des arbres en général près des points d'eau pour aller chercher des végétaux à manger, hein, et donc les rendre plus vulnérables aux prédateurs. Donc, à la longue, elles auraient disparu. Hein, elles auraient été. Donc, ils ont généré un système beaucoup plus efficace pour pouvoir survivre et qui s'est transmis jusqu'à quasiment maintenant, presque maintenant, puisque maintenant on est dans une accélération et ça change complètement. Hein. Mais c'était le système sexe contre énergie, c'est-à-dire que les mâles peuvent partir avec les mains libérées de la locomotion, avec des bâtons, ils peuvent encore grimper aux arbres, hein, bien sûr, des bâtons ou des pierres, ils lancent mal, mais ils peuvent taper bien, et à plusieurs lancer, ça fait mal. Hein. S'ils ont les doigts un peu, ils continuent à grimper, donc ils ont les doigts un peu fléchis encore, et là, ils peuvent partir et aller chercher de la nourriture. Tout notre système s'est modifié, on a noirci de la peau, on a perdu nos poils pour avoir des systèmes sudoripare plus efficaces pour évacuer la chaleur. On a noirci, puisque les chimpanzés ont tendance à être plutôt blancs. Hein. Voilà. Donc, on a noirci avec une couche de mélanine pour éviter de cramer
au soleil. C'est la principale fonction. Il y en a qui disent qu'on a noirci aussi pour protéger l'assimilation des folate, des vitamines D, pour éviter la stérilité des femelles. Mais non, vrai, oui, peut-être un peu, mais la principale cause que les chercheurs ne voient pas, c'est l'érythème et la brûlure qui va générer une rentrée de pathogènes, hein, de bactéries, de tout genre, qui va te faire des infections et tu vas crever. Voilà. Donc, on noircit pour éviter de cramer. Comme on se balade à midi sous le soleil, parce que c'est efficace, parce que les gros animaux, ils dorment, où ils se reposent tous les arbres pour éviter de cramer, parce qu'ils n'ont pas un système de transpiration aussi efficace que nous. Nous, on a trouvé la plage horaire de l'après-midi, hein, du soleil intense, en haut, pour se balader et aller observer avec des yeux qui se sont modifiés aussi, pour observer au loin, aller chercher des charognes, les mains libérées avec des outils en groupe de mecs, genre une dizaine d'australopithèques qui vont et qui font des kilomètres comme ça. Ils ne courent pas bien, mais ils marchent correctement. Ils vont chercher, ils s'approchent doucement des charognes. Alors, charognes fraîches, parce qu'ils n'ont pas l'intestin et l'estomac assez efficace pour digérer de la viande pourrie comme les hyènes ou les chiens. Si tu as un chien, tu le vois, il lèche une merde ou un sandwich, et c'est bon pour lui, il n'a aucun problème. Tu fais la même chose, tu essayes de lécher la merde comme ton chien et de bouffer le sandwich avarié, je peux te dire que demain, tu as une infection intestinale, et si tu ne prends pas des antibiotiques, tu es mort. Ben, le chien, lui, il n'y a pas de problème. Donc nous, on était un peu comme les australopithèques, il y avait ce problème-là, une charogne fraîche, pas de problème, vieille charogne, ils crèvent puisqu'ils n'ont pas un estomac assez acide pour dissoudre la viande et les bactéries, donc ils sont obligés d'observer. Et à ce moment-là, ils regardent les vautours et ils vont chercher la nourriture. Et là, avec des bâtons, ils font fuir les prédateurs de taille moyenne. Évidemment, s'ils tombent sur un gros lion ou un tigre à dents de sabre, ils ne vont pas y aller. Hein. Mais sur de la hyène de taille moyenne, du lycaon ou autre, ou du guépard, il n'y a pas de problème. On va lui piquer ce qu'il a bouffé, on lui prend tout et on ramène tout avec nos mains libérées, hein, en groupe de petits singes dangereux. On mange d'abord sur place et on va rapporter les restes aux femelles. Les femelles qui restent près des arbres avec les petits qui cherchent quand même autour des arbres la nourriture, et à ce moment-là, qui vont récupérer cette nourriture pour elles et leurs petits, un apport énergétique fondamental. Mais, bien sûr, elles ne vont pas, les hommes, les mâles, ça ne se fait pas comme ça. La bonté de donner à l'autre sans recevoir en échange, ça n'existe pas. Hein. C'est quelque chose que l'on voit des fois chez les Français qui disent « je donne sans attendre ». Non, c'est le Français, tu crèves après, mon gars. Tu donnes jusqu'au moment où tu n'existes plus. Voilà, il y a toujours un échange dans la vie, sauf avant de mourir, on va tout redonner pour éviter que ça passe aux impôts ou aux gens qu'on n'aime pas, tu vois. Donc voilà, donc il y a eu cette stratégie qui s'est mise en place du sexe contre énergie. Donc les femelles ont échangé à ce moment-là de l'épouillage, de la caresse et de la copulation pour pouvoir manger et survivre. Alors, elles ne l'ont pas fait en y pensant, hein, elles l'ont fait, c'est-à-dire que celles qui le faisaient avaient plus de chances de survivre, et ça s'est installé dans leur comportement génétiquement, ça s'est gravé dans leur génome. Hein. Donc, cet échange sexe contre énergie a été fondamental à la survie de notre espèce, et c'est les femelles qui étaient le plus quelque part calculatrice, mais c'est instinctif, hein, qui offrait du sexe, hein, et qui offrait de l'attention, qui faisait attention aux mâles qui arrivaient, qui essayaient d'être là, leur faire des caresses, être prêts, qui pouvaient être le plus nourris et donc qui avaient le plus de chances d'avoir des petits en bonne santé, hein, et qui avaient le moins de risque de se faire bouffer par des prédateurs, puisqu'à ce moment-là, elles restaient là. Puis surtout qu'elles avaient du mal à porter en plus leurs petits, puisque la position bipède, comme je l'explique, est extrêmement problématique dans un premier temps pour des petits singes qui n'ont pas un bassin encore assez élargi, puisqu'ils ont un bassin qui s'élargit, mais ils ont encore la cage thoracique épaisse de singe pour grimper aux arbres. Donc, elles ne peuvent pas porter le petit. Hein, là, elles sont dans une position très problématique pour porter un petit, ce que personne n'a vu. Hein. Donc, c'est très intéressant d'expliquer ça. Hein. Je dois avoir un dessin quelque part. Si je le retrouve, je te le montre parce que c'est... Voilà, tu vois ça. Voilà comment ça se porte. Hein. Ça, c'est les singes classiques. Ça, c'est un australopithèque. Elle va avoir du problème à porter son petit. Et ça, c'est les femmes, hein, pour qui a déjà fait des enfants avec des femmes et les a vues porter les enfants. Toi, tu as des enfants, moi aussi. Hein. On voit que les mamans, elles portent beaucoup plus facilement les petits que toi. Hein. Elles le mettent sur le bord de leur bassin qui est plus large,
hein, ça tient tout seul et il n'y a plus qu'à le tenir comme ça. Ben, les australopithèques, ils ont le problème de ne pas pouvoir le faire tenir bien. Donc, le petit s'accroche aussi en elle. Donc, c'est pour ça qu'on voit aussi, tu sais, nos petits, comme le petit des singes qui s'accrochent des fois en dessous, au-dessus. Hein, c'est pour ça que nos petits, tu les accroches, tu les mets sur une corde. Quand ils sont petits, ils ont ce réflexe d'attachement qui est un réflexe salvateur, hein, qui leur permet de tenir. Mais les mamans, les australopithèques, avaient ce problème. Donc, elles sont restées près des arbres. Alors, ça a entraîné un truc qui est vraiment fabuleux sur notre sexualité. Hein. Les singes, ils sont traditionnellement attirés, hein, les chimpanzés, quand les femelles, alors d'abord par les vieilles femelles, parce qu'elles ont de l'expérience, hein, et traditionnellement, quand les femelles sont en période d'oestrus, c'est-à-dire quand elles sont en période de fertilité. Donc, elles ne vont pas s'amuser à être sympas, ils ne vont pas s'amuser à balancer la semence comme ça serait de la semence perdue. Ils ne vont pas s'amuser à aller courtiser les femelles quand elles ne sont pas fécondes. Hein, c'est normal, la nature est efficiente et économique. Hein. Ou si elle dépense beaucoup d'énergie, c'est qu'elle peut en récupérer encore plus, comme notre gros cerveau humain. C'est un gouffre énergétique, mais alors qu'est-ce que ça rapporte comme énergie, tu vois? C'est comme des actions qui voudraient une fortune, mais par contre, qu'est-ce que ça rapporte? Voilà, c'est ça, tu as compris. Ça, c'est le cerveau humain. Donc, la femelle, les femelles chimpanzés, elles, elles vont avoir un changement hormonal qui vont faire que quand elles vont être en période d'ovulation, d'abord, elles vont être plus réceptives. Nos femelles le sont un peu, mais beaucoup moins. Hein. Il y a des nanas qui sont des nymphos qui ont envie de baiser en permanence. Hein. Et puis nous, par contre, les mecs, on a envie de baiser en permanence, ce qui est logique aussi, pour des raisons très simples. Alors, sachant… question, est-ce que c'est une question de niveau de testostérone? Alors aussi, mais c'est aussi une question de niveau de testostérone. Mais ça vient après. Ce qu'il faut savoir, c'est que les singes, eux, vont être attirés par les femelles quand elles vont être en période d'oestrus, c'est-à-dire quand les femelles vont être disponibles sexuellement, et là, elles vont être physiquement disponibles, elles vont avoir une attitude où elles vont aller chercher les mecs, un peu comme les Allemandes quand elles draguent. Hein. Les Françaises, elles attendent plutôt d'être draguées, les Italiennes aussi. Et les singes, eux, sont attirés par les femelles quand elles ont cette attitude et quand elles ont aussi un rougeoiement des zones génitales. C'est un rougeoiement qui permet de signaler, alors tout ce qui est autour de la vulve devient tout rouge, hein, et ça excite fortement les mâles, c'est un signe, c'est un indicateur de la période de fertilité de Madame chimpanzé. Ben nous, ce qui s'est passé, hein, et c'est Jarrod Diamond, tu connais Jarrod Diamond, hein, c'est Jarrod Diamond qui disait, mais pourquoi a-t-on perdu les périodes d'oestrus? C'est-à-dire, pourquoi les femelles humaines n'ont pas la vulve, alors, maintenant elles sont habillées, mais non pas la vulve qui rougeoie, hein, et non pas cette période d'oestrus qui fait qu'on est attiré par elles uniquement quand elles sont en période de fertilité. Ben, c'est justement pour les nourrir. Il y a eu progressivement une disparition des périodes d'oestrus, c'est-à-dire de la visibilité de la période de fécondité, qui a forcé les mâles à avoir un désir sexuel permanent qui était assouvi uniquement si ils apportaient de la nourriture aux femelles. Donc c'est les femelles qui avaient perdu, le groupe de singes, d'humains, on va dire, d'australopithèques, qui avaient perdu ces périodes d'oestrus, donc qui avaient perdu cette période de fertilité visible, qui survivaient le mieux, puisque dans l'incapacité de vérifier quand la femelle était féconde, on la baisait en permanence, et elle se laissait, on essayait de la baiser en permanence, et elle se laissait baiser à condition d'avoir de la nourriture, ce qui optimisait sa survie et la survie des petits. Donc cette sexualité si particulière des humains, avec cette disparition de la période d'oestrus, donc une sexualité permanente, hein, les gens se posent encore la question, mais de la vie à trouver, bien sûr, je mérite des prix, j'aime bien le dire, ça énerve. Tu n'as pas fait les études, alors c'est pas possible. Non, je ne suis pas universitaire, j'ai fait des études, je ne suis pas universitaire, donc c'est pas possible qu'un mec qui n'est pas universitaire découvre des trucs. Et du coup, avant les universités, t'inquiète. C'est comme Aristote, Aristote, Platon, ils sont disqualifiés parce qu'ils n'ont pas fait d'études. Hein. Pas fait d'études, c'est ridicule. Donc voilà. Il suffit, en vérité, l'étude, tu peux l'avoir partout maintenant, tu vois, c'est juste le cadre universitaire et académique. Mais ce qui est bien, mais ça rigidifie aussi la pensée, c'est un problème aussi, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que cette disparition des périodes d'oestrus, dont Jarrod Diamond se posait la question, mais pourquoi? Elle est faite pour nourrir en permanence les femelles. Donc, dans
l'incapacité de savoir quand la femelle est disponible. C'est les mâles qui ont envie de baiser en permanence et les femelles qui échangent leur attention et leur sexualité leur matrice magique contre l'énergie, qui ont plus de chances de survivre. Donc, disparition de ces périodes de estrus, c'est la naissance, comme on dit, du règne de la prostituée. Mais c'est une prostituée pour la survie de l'humanité et ce n'est pas du tout quelque chose de négatif. Je m'échange à l'homme, je veux en tirer quelque chose. Et elle-même en tire la possibilité de transmettre la vie, et de transmettre ses gènes, et le mâle qui rapporte le plus d'énergie à la femelle a le droit à le plus de sexualité, et c'est lui qui a le plus de possibilités de transmettre la vie. Et c'est comme ça qu'est né notre système sexuel où il y a justement cette sexualité humaine si particulière et si différente. Alors on pourrait parler des bonobos aussi. Les bonobos ont une sexualité, oui, mais permanente, mais ce n'est pas le même type de sexualité. Ils ne vont pas ensemble parce qu'ils ont envie parce que pour se produire, il n'y a pas un désir mâle-femelle. C'est une sexualité pour calmer les agressions dans un groupe. Ce sont des groupes très unis, matriarcaux, avec une femelle qui dirige. Il n'y a pas trop de conflits entre des groupes de bonobos dans cette région parce que c'est séparé, je crois, par le fleuve Congo. Oui, c'est très abondant. C'est très abondant en nourriture. C'est très abondant. Donc, ce n'est pas le même territoire que les autres chimpanzés, je crois le Pantroglodytus, et le bonobo a un milieu qui est bien différent, qui est quand même différent du chimpanzé commun, oui, et qui est beaucoup plus riche. Donc, il y a moins de tension, et leur sexualité, c'est une sexualité pour calmer, donc en cas de conflit, dans un groupe, pour un fruit, un truc, un machin, comme ce sont des groupes unis, pour pas qu'ils se désunissent et pour qu'ils restent quand même tous ensemble, ils ont trouvé ce système. Les mâles, ils se touchent, éventuellement ils s'enculent un peu, et puis ça se calme. Les femelles se papouillent. S'il y a un problème avec une femelle, ça va, il n'y a pas de problème. C'est une sexualité qui a pour fonction de calmer les individus. Oui, c'est comme le centre-ville des grandes métropoles. Voilà, comme le centre-ville et les grandes métropoles. Mais t'imagines, t'as un problème, t'as Mokhtar qui arrive agressif et tout. Tu dis, ah, ça va, bien, vas-y. Puis hop, on se touche avec Mokhtar, pas de problème. Tu vois, ça se calmerait. Ça serait cool. Dans le Marais, c'est comme ça. Dans le Marais, c'est comme ça. Mais ils ont conservé, nos bonobos, les périodes d'oestrus quand même. En période d'oestrus, il y a, à ce moment-là, les femelles qui montrent qu'elles sont disponibles et les mâles vont aller dessus. Tu vois, voilà, il y a des petits conflits entre les mâles aussi. Et de là à, on fait un saut de plusieurs millions d'années, enfin, quelques millions d'années. Aujourd'hui, nous avons des hommes des êtres humains qui ont gardé ces instincts que la psychologie évolutive leur a amené à avoir. Les femmes ont cette tendance à être hypergames, c'est-à-dire de choisir l'homme qui va pouvoir le mieux les protéger, leur apporter de l'énergie. Mais on a aussi un souci, c'est qu'on peut se tromper. Parce que forcément, on va chercher cet homme-là, enfin les femmes vont chercher cet homme-là, les hommes vont chercher une femme fertile, mais parfois on se trompe. On peut tomber sur une femme peut tomber sur un homme qui prétend en fait qu'il y a une jolie voiture, qui montre des signes de richesse, mais en réalité ils sont tous à crédit, et elle ne s'en est pas rendue compte. Donc comment cette transposition sexe contre énergie fonctionne dans le monde moderne, justement? Ça continue à fonctionner comme ça, c'est inscrit en nous. On va dire que jusqu'à très récemment, les femmes étaient attirées par les hommes qui étaient capables de les nourrir. Donc les hommes ambitieux, les hommes qui avaient récupéré des fois de l'énergie du côté de leur famille. Souvent violents. Souvent violents, territoriaux, parce qu'il y a une lutte terrible entre les hommes pour le territoire et la calorie. Moi, il n'y a rien qu'à voir sur YouTube. À partir d'un moment où tu es connu, tu as tous les petits youtubeurs qui viennent pour essayer de te niquer la tête en t'insultant, faisant une drama sur toi. Alors au début, je me dis pourquoi ils font ça? C'est cet esprit, cette programmation génétique de vouloir dégager le vieux mâle, le dos argenté, ou le chef du groupe, celui qui a le plus de pouvoir, pour lui prendre l'énergie et les femmes. Alors, puisque les vidéos sont monétisées,
hein, en général, et qui peuvent après, par la vision qu'ils ont sur YouTube, vendre une formation. Donc, alors ils qu'ils vont devraient essayer juste s'enculer de les uns s'allier, les tu autres. vois. Ils devraient juste s'enculer les uns les autres, ce serait beaucoup plus simple. Et non, mais tu comprends que ce territoire virtuel est un véritable territoire calorique en vérité. Ça n'est pas palpable. Donc il y a une espèce de lutte des mecs entre eux, hein, pour pouvoir avoir le plus de vues sur YouTube, hein, le plus de visualisation, dégager les vieux qui avaient des chaînes avant pour pouvoir prendre la vue et la monétisation, hein, bien sûr, et puis vendre tout ce qu'ils veulent. Je sais pas moi, dans mon milieu, c'est des protéines, des formations, des stages d'éveil, je sais pas moi, à la place de l'autre, tu vois. Et en vérité, c'est pour avoir, à la base, le territoire, on combat pour le territoire, on évince les autres pour avoir les femmes, pour se reproduire. C'est tout simplement cette lutte des hommes entre eux pour avoir accès aux matrices magiques qui leur permettront de transmettre leurs gènes. Et les femelles vont s'intéresser, les femmes, aux hommes les plus dynamiques, c'est-à-dire ceux qui pourront évincer les autres hommes, même violemment. Alors maintenant, on ne peut plus être violent, mais on peut être sournois, hein, comme un zététicien, pour pouvoir, mais eux, ils ne se reproduisent pas. Ah non, parce qu'eux, ils sont un peu stériles, ils vont entre eux. Donc à ce moment-là, entre mâles, c'est pas grave, mais bon, ça a aussi un avantage. Ceci ne me concerne pas. Non, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Hein. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. D'ailleurs, personne ne les regarde. On reste quand même dans une lutte territoriale qui était à la base une lutte de mecs pour les femelles, tu vois. Donc, et les femelles sont attirées par les mâles les plus territoriaux pour pouvoir, et les plus violents à la base. Hein, pour ça qu'elles aiment les connards, les gros connards agressifs, souvent. On le dit, moi j'ai fait des textes qui s'appellent Pourquoi les femmes aiment les gros connards. C'est méchant, mais c'est vrai. Elles ont parce que c'est celui qui peut écraser les autres mecs et qui aura traditionnellement, pas traditionnellement, qui aura le plus de chances d'avoir une descendance agressive et violente capable d'évincer les autres. Donc, elle va prendre un mâle agressif et violent, hein, pour pouvoir avoir des petits agressifs et violents. Bon, s'il est trop agressif et trop violent, il meurt, hein, ou il va en prison. Donc, il y a toujours une régulation, si tu veux. C'est bien d'être agressif, oui, mais pas trop. Mais par contre, si tu es le bon garçon gentil, romantique et amoureux, hein, qui a été éduqué par les feuilletons débiles, et en plus qui a un taux de testo un peu bas, hein, généré peut-être par des perturbateurs endocriniens que l'on trouve partout et qui sont le produit de notre civilisation industrielle, à ce moment-là, tu ne vas pas forcément attirer une femme, même si tu es gentil, tu vois, l'amoureux transi d'amour qui ne sait pas comment déclarer sa femme, qui regarde, qui est gentil, qui vient, elle va le trouver sympa, mais évidemment, à partir d'un certain moment, elle va le trouver même répugnant et dégoûtant. C'est plus fort qu'elle, parce qu'elle va sentir qu'elle ne pourra pas avoir une descendance vigoureuse, brutale, capable d'évincer les autres connards, hein, et capable de transmettre leur gène à ce moment-là en prenant les femmes comme on prend des forteresses. Mais c'est symbolique parce qu'elle s'offre en fin de compte aux hommes. C'est-à-dire qu'elle se laisse. Il y a le nom au départ, hein, elles sont là pour après vérifier si l'homme a assez d'énergie pour la conquérir. Donc assez d'énergie pour conquérir le monde, lui rapporter l'énergie à elle et ses petits. On est des putains d'animaux encore, mais le savoir nous éveille et nous permet de maîtriser tout cela. Alors, peut-être pour terminer, quels seraient les conseils que tu donnerais aux jeunes hommes et aux jeunes femmes qui nous regardent dans le cadre de ce que tu expliques dans tes livres, Sexe contre énergie? Moi, ce que tu sais, moi, c'est très simple. Hein. Je ne vais pas en faire des tartines ou des tonnes. Hein. Je veux dire, si tu es attiré par une femme, si tu es un homme, moi j'ai essentiellement des jeunes hommes, eh ben, tu vas lui dire qu'elle te plaît, tout simplement. Alors maintenant, ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux, mais l'important, c'est de chasser et d'aller voir les femmes, d'aller les rencontrer. Hein. Et que tu sois maladroit ou que tu sois que tu n'aies pas de problème pour parler, c'est pas grave. Le principal, c'est d'y aller. Hein. C'est la femme aime l'homme qui a cette capacité, ce courage de passer à l'action et d'aller la voir, hein, malgré
les codes sociaux, malgré la peur qu'ont les hommes souvent d'aller affronter les femmes, puisqu'ils vont affronter le rejet. C'est beaucoup d'énergie pour aller vers la femme, toujours. Hein. C'est jamais facile. Et puis les femmes, d'ailleurs, elles en jettent beaucoup, puisque leur but, c'est de choisir l'homme le plus énergique et le plus riche, hein, pour pouvoir se reproduire. Donc, évidemment, que tu risques de te faire jeter. Alors, si tu as de l'argent, bah, montre que tu as de l'argent. Si tu es intelligent, montre que tu es intelligent. Ah oui, pas pour être con, parce que être intelligent, c'est être capable d'aller chercher l'énergie pour la ramener à la femme. D'abord à toi et après à la femme. Hein. C'est pas être intelligent, c'est pas un QI à 3 chiffres, je sais pas, à 150, dépressif et incapable de socialiser. Ça, c'est une fin de race, on va dire, on en a rien à foutre. Être intelligent, c'est être capable d'aller chercher l'énergie. Tu vois, être énergique, c'est extrêmement bon. Être riche, c'est encore mieux. Et être jeune, c'est top, puisque tu as le temps pour en faire plusieurs en plus, tu vois, et tu peux la protéger longtemps. Donc les femmes sont attirées par tout ça. Donc si tu n'as pas d'argent, bah, essaye d'en faire. Si tu es énergique, bah, essaye d'aller voir la femme même sans argent. Hein, tu auras peut-être de l'argent après. Puis si tu es intelligent, mets tout ça, ton intelligence en place, bah, pour aller chercher la femme, pour aller la séduire, pour des fois un peu mentir, puisqu'on voit par l'intelligence des hommes qui sont capables de se faire des nanas en faisant passer pour des milliardaires, des hommes riches, des types qui ont du pouvoir, alors qu'ils n'ont rien du tout. Mais c'est le jeu pour pouvoir transmettre ses gènes, tu vois. Le subterfuge, le tromperie fonctionne aussi par la chirurgie esthétique chez les femmes, la teinture des cheveux, C'est tout un ensemble. On essaie, et tout ça n'a qu'une seule fonction, transmettre la vie, transmettre ses gènes, tu vois. Exactement. C'est marrant à voir. Donc, moi, je dis, va à l'attaque, vas-y, attaque. Les femmes sont à prendre, tu te feras sûrement jeter, mais des fois, ça marche. Et quand ça marche, des fois, bah, tu arrives à transmettre la vie, parce que l'essentiel de dans toutes ces relations hommes-femmes, c'est quand même de transmettre la vie. Hein, c'est fondamental, puisque un homme et une femme, c'est quand même assez différent, même si c'est complémentaire, et ça a du mal à se supporter la plupart du temps. Hein, il faut dire que c'est ça. Et ah oui, les hommes et les femmes sont souvent ensemble et sont unis par le projet commun, c'est-à-dire en général le crédit pour l'appartement, l'achat de la maison, tu vois, et l'éducation des enfants, jusqu'au moment où ils n'ont rien à se dire. Bah oui, mais tu n'as pas forcément beaucoup à dire, parce que vous avez deux univers vraiment différents, hein, qui vont s'unir dans la continuation de la vie. Et comprendre ça, c'est comprendre qu'on est merveilleusement complémentaires, même si quand l'autre te parle du dernier roman romantique, tu n'en as un peu rien à foutre, et quand lui te parle de la dernière bagnole, hein, et de son boulot, tu n'en as rien à foutre aussi quand tu es une femme, tu vois, souvent. C'est triste à dire. Après, il y a des femmes éduquées, intelligentes, il y a des hommes intelligents, c'est mieux quand ils se rencontrent aussi. Hein. Mais être trop intelligent, trop réfléchir en disant est-ce que je vais faire des enfants, jusqu'au moment où on n'en fait pas, ben, vaut mieux venir d'Afrique et faire des enfants, et après, on a gagné le combat pour la vie. Hein, c'est ce que j'explique aux petits Européens. Je veux dire, moi, je suis pour la vie, je suis content quand je vois des petits Africains, des petits Blancs, des petits Métis, ça ne me gêne pas du tout. Mais quand mes compatriotes, hein, mes confrères ne font plus d'enfants, je suis triste parce que je me dis qu'il y a de la place pour tous. Et il faut faire des enfants et arrêter de penser trop à l'avenir. Faites des enfants. Les enfants, ça pousse comme de la mauvaise herbe. Hein, ça peut se... Bah oui... quand il y en a, il y en a. Et puis, si ça ne marche pas, vous aurez les aides sociales tant qu'il y en a. C'est vrai que trop d'intelligence et trop de confort, c'est contre-productif par rapport à la survie et à la reproduction. Frédéric Delavier, tes livres sont disponibles sur Amazon, sur le site de l'éditeur que je mettrai ci-dessous, Culture et Racines. Et de toute façon, vous pouvez les commander dans toutes les bonnes librairies. Tu étais premier là, sur Amazon avec ton livre sur la peur. Il vient de sortir, il est premier en développement personnel dans cette catégorie-là, parce qu'il pourrait s'assimiler à cette catégorie. J'ai été jaloux un moment. Tu sais, moi, je suis très méchant. J'ai un fond méchant, mais comme j'arrive à prendre du recul, je dis putain, il est premier. Il vient de sortir, et puis ça n'est que la catégorie développement personnel. Mon record, ça a été d'être 23e pour mon premier livre, lorsqu'il est sorti en fin 2011. Sur Amazon complet. A été 23e en France de toutes les ventes de tous les livres pendant quelques mois.
Enfin, voilà, il était dans le top 50 pendant quelques mois. On verra bien si celui-ci arrive à aller. Mais les tiens ont été aussi. Ah non, celui-là fait troisième. Il a fait troisième souvent, troisième de toutes les ventes confondues, ce qui a particulièrement énervé les petits universitaires médiocres. Alors les vrais universitaires, les bons, ils sont contents, bien sûr, quand ils lisent, c'est intéressant. Ouais. Mais il a fait troisième très longtemps et puis premier en philo très très longtemps. Ouais. Tu vois, donc c'était bien. Non, mais on va pas faire de concours à qui a la plus longue. Tu es de loin quelqu'un qui a vendu des livres dans une quantité et dans une qualité. Encore une fois, hein, moi je suis fan, comme tu as pu le voir chez moi. J'ai des posters. Je conseille, au lieu de les mettre sous plastique, les posters, tu les fais. Il y a un système de lumination sur aluminium. Tu peux incruster le poster dans de l'aluminium. C'est génial ça. Et ensuite tu mets au truc et c'est rigide et c'est super bien. Ils vont pas se déchirer. Et donc tu peux faire tes pectoraux, tu peux faire tes dorsaux machin en regardant les exercices de Delavier. Tu visualises avec tes neurones miroirs. Les fibres musculaires qui se créent. Alors à mon âge, c'est juste les maintenir et qui se forment. Et donc mais mes enfants qui ont tous lu ton livre, enfin, qui ont tous eu en tout cas ton livre L'éveil des consciences 1 et 2, eh bien, utilisent et font de la musculation de temps en temps avec tes schémas. Donc, j'encourage tout le monde qui nous regarde à se renseigner, à en apprendre plus, parce que là, on a juste effleuré le sujet, avec tes livres, notamment Sexe contre énergie, que vous pouvez trouver chez Culture et Racines et dans toutes les bonnes librairies. Et ton livre sur la peur est aussi excellente. Là, tu es en train d'écrire le tome 2, c'est ça? Oui, je suis en plein dans le tome 2 et je suis dans un chapitre qui s'appelle L'amour. Et effectivement, on va parler des différentes sortes d'amour telles que les définissaient les Grecs, parce qu'ils étaient futés les mecs. Et justement, pourquoi on a cette différence entre les hommes et les femmes. Et à la fin, je suis évidemment d'accord avec toi. La définition de l'amour, c'est le sacrifice. L'homme se sacrifie pour sa femme ou ses femmes et ses enfants, pour le territoire, pour le protéger. La femme va se sacrifier pour ses enfants, point final. Point final, voilà, c'est ça, ne rien attendre des femmes. Non, les femmes aiment leurs enfants. Voilà, c'est pas votre maman, il n'y a que votre maman qui se sacrifiera pour elle et pour vous et qui peut donner sa vie pour vous, puisque vous êtes une continuation organique d'elle-même, puisque vous êtes sorti de son ventre, donc pour elle, vous êtes elle. Hein. Alors quand vous avez de la chance, vous pouvez avoir des horribles mères aussi, mais en général, les mamans se sacrifient pour leurs enfants et meurent pour leurs enfants. Les papas vont se sacrifier. Et l'homme est courageux, mais souvent, quand il est courageux, c'est qu'il y est obligé, tu vois. Par contre, il faut conquérir le monde pour avoir la femme et pour la femme et les enfants. Il faut toujours dire, hein, quand on parle de ces sujets, que ce sont des tendances moyennes et qui, évidemment, excluent les cas extrêmes. Les femmes qui tuent leurs propres enfants, ça existe, mais c'est des cas extrêmes. Des femmes plus grandes que leurs hommes, ça existe, mais c'est des cas extrêmes. Des hommes, voilà, il y a des exceptions. Il y a des hommes qui aiment les hommes. Ce sont des exceptions. Ce sont des exceptions. Des marges. C'est bien que ça existe parfois aussi, parce que la diversité humaine, elle est formidable. Et puis, ça peut nous donner des gens qui se focalisent sur... ils n'auront pas d'enfants, mais ils se focalisent sur l'art, sur la science, sur d'autres choses. Ça permet d'aider le groupe à survivre parce qu'ils vont être utiles dans un domaine qui est utile au groupe. Oui, on peut faire la liste des grandes découvertes. Je pense à Turing, ce scientifique britannique. Alors c'est sûr que lui, il passait pas son temps à niquer les gonzesses, mais en même temps, il a inventé l'informatique moderne. Donc on a des trucs intéressants dans les extrêmes. Alors, évidemment, si on peut éviter les nanas qui mettent leur bébé dans les congélateurs, ça c'est bien aussi. Mais Turing visualisait, c'était un mec intelligent. Les grands, en général, les grands découvreurs, c'est ceux qui ont une capacité de visualisation. Et Turing avait cette capacité de visualisation. Et Turing avait énormément d'humour parce qu'il disait le monde pourrait n'être qu'équation mathématique. Mais qu'est-ce qu'on se ferait chier. Oui, j'adore Turing. C'est certain. Fantastique ce mec. Voilà, après, aussi, hein, il visualisait, il disait ce qui me permet d'aller plus loin, c'est de visualiser les choses. Et quand les gens ne visualisent pas, ils ne trouvent rien en général. Après, j'imagine Gengis Khan aussi, il a dû bien visualiser ce qu'il voulait faire et il l'a fait.
il faut visualiser les choses, comme te disent les gens en développement personnel, visualiser et après agissez. On dit ça pour les sportifs. Mais c'est la base de l'humain. On est un être visualisateur qui est par le verbe est capable ensuite de développer une énorme capacité de visualisation de l'avenir et du passé, lui permettant de maîtriser le monde. Frédéric Delavier, merci beaucoup. OK. Et à très bientôt. Merci à toi de m'avoir reçu comme ça en Suisse. Je reconnais ce bureau et ce casse-tête qui est derrière. C'est un casse-tête derrière? Oui, c'est un peu… après le bâton, c'était l'arme numéro 2, parce qu'avant de commencer à mettre… En fait, à l'origine, tu imagines très bien, d'abord, tu ramasses un bâton et tu dis, putain, je peux fracasser la tête à quelqu'un ou un animal ou me défendre, etc. Phase numéro 2, c'est tu prends… parce que quand tu n'as pas de bâton, tu chopes comment on appelle ça, un fémur ou un os d'un gros animal, parce que ça fait une belle massue. Puis au bout d'un moment, tu remarques qu'il y a des bois plus durs que d'autres, et quand tu chopes le bois qui est dur, tu peux le polir rien qu'avec des pierres, sans avoir à faire des silex, des machins, et tu te le fais avec la forme comme ça, parce que tu n'as pas compris le mécanisme, mais tu as compris instinctivement et de fait, parce que tu as essayé sur 3-4 prisonniers, que en fait, quand tu fais une boule un peu plus lourde, tu ajoutes de l'énergie cinétique. Et si la boule, en plus, elle a une petite pointe, parce qu'il y a une petite pointe, là, je ne sais pas si on le voit, au bout de la truc, toute cette énergie cinétique, ce poids supplémentaire qui te permet de faire une rotation et de frapper fort, toute cette énergie va être sur un petit bout, et donc ça va perforer le crâne, qui est l'os le plus dur du corps. Voilà. Et donc, pour devenir le chef de ta tribu de pithécanthropes ou de guerriers Maasai, et de pouvoir avoir priorité sur les filles, sur les gonzesses, et c'est un bon développement. Donc les premiers mecs à QI élevé qui ont développé ça à l'époque, c'est le début et encore aujourd'hui, ça tu peux te balader en ville avec, il n'y a personne qui va t'arrêter, il n'y a personne qui va te dire qu'est-ce que vous avez, monsieur, vos papiers, non, tu as ton truc, tu dis, oh, monsieur, je suis collectionneur, je viens d'acheter ça, et si quelqu'un te fait chier, file-moi une cigarette, bam, et c'est fini. Ouais, c'est vraiment la différence entre les premiers chasseurs-cueilleurs qui, eux, avaient des armes de chasse. Et on commence à voir les agressions entre hommes quand ils ont des armes spéciales hommes. C'est pas les mêmes. C'est pas la même fonction. Hein. Un casse-tête, tu l'utilises pas sur un ours. Ça sert à rien. Ou un tigre. Par contre, sur un homme qui a un gros cerveau, hein, c'est pas mal. Qui peut se protéger, ça passe par-dessus, tu tapes son crâne. C'est bien. Un ours, ça va être plus dur. Parce que, comme tu sais, je connais bien l'Afrique. Là, je sais pas si on le voit. Mais après cette version-là, c'est la lance avec le morceau de fer à l'avant et à l'arrière qui te permettent d'avoir soit du combat, soit, alors là, pour le coup, effectivement, l'utiliser contre des animaux à une distance assez courte. Mais enfin, j'en ai aussi à la maison. Après, on passe au fusil d'assaut, missile hypersonique. Enfin bon, ça n'arrête pas, quoi. Ouais, ça n'arrête pas, c'est la grande. Et c'est toujours pour le territoire et les femmes, contrairement à ce qu'on pense. Quand on dit toujours les femmes, on dit les guerres, moi je dis tout le temps, je me suis fait virer une vidéo et un avertissement parce que j'ai dit que les guerres, que la violence et les guerres, c'était principalement masculin. Hein, et c'était les hommes qui faisaient le plus de morts dans le monde en tuant leurs congénères. Hein. Bien sûr. En Russie, actuellement, ce sont des jeunes hommes russes et ukrainiens, d'ailleurs c'est des Slaves, c'est les mêmes hein, quasiment, hein, qui se massacrent pour le territoire et indirectement les femmes, tu vois. Et elles sont belles. Et elles sont belles en plus, tu vois. Donc voilà, mais c'est pour les femmes. Il faut savoir que les femmes, si vous ne faites pas des guerres et vous massacrez pas tout le monde, c'est pour vous qu'on les fait. C'est pour vous, parce qu'on vous aime. Et on vous a tout donné. Et on vous a tout donné, vous nous avez quittés. À très bientôt, Frédéric. Salut Pierrot.